Bienvenue à cette seconde partie du webinaire d'introduction à la réduction des risques de catastrophe et à l'adaptation au changement climatique, vers un développement axé sur la connaissance des risques et la résilience face au climat, proposé par la Swiss NGO DRR Platform. Moi, je m'appelle Jana Junghart, je travaille pour l'ONG Helvetas, membre de la plateforme, et je vais vous guider pendant ce cours. Après avoir présenté les concepts clés dans la première partie du webinaire, nous allons maintenant nous intéresser concrètement à nos projets et nos programmes. Que signifie intégrer les risques liés au climat et aux catastrophes à notre travail? Comment le faire dans la pratique? Nous allons voir différentes approches et stratégies de réduction des risques et d'adaptation, y compris le développement à faible émission de carbone. Nous vous recommanderons aussi une série d'outils pour commencer. En cas de questions plus approfondies, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante. Dans la première partie, nous avons vu l'équation des risques. Une catastrophe n'est pas uniquement due à l'ampleur d'un aléa naturel, un choc ou un stress climatique. L'exposition, la vulnérabilité et les capacités déterminent aussi quelles personnes souffrent le plus des répercussions d'un événement extrême. Grâce à nos projets, nous pouvons aussi agir sur ces éléments. Les causes sous-jacentes qui augmentent l'exposition et les vulnérabilités ont souvent pour origine des échecs plus larges en matière de développement, comme la pauvreté, les inégalités ou les dynamiques de pouvoir. Pourquoi est-il nécessaire d'intégrer les risques liés au climat et aux catastrophes? Rien ne sape le développement durable comme les catastrophes. Elles peuvent détruire des décennies de progrès en un instant. Comprendre et gérer les risques de catastrophes est donc essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable. Il s'agit d'une citation d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Nous ne pouvons que l'approuver. Risques et développement sont étroitement liés et de plus en plus interconnectés, ce qui nécessite des solutions intersectorielles. Le traitement des causes profondes des risques de catastrophe et la réduction des pertes et des dommages engendrés par les événements extrêmes sont donc intégrés dans les sous-objectifs de plusieurs objectifs de développement durable. Par exemple, l'objectif du développement durable 1 contre la pauvreté a pour objectif de renforcer la résilience et de réduire l'exposition et la vulnérabilité des personnes précarisées aux chocs et aux catastrophes. Vous voyez ici la cible 1.5. D'ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable. L'objectif du développement durable 11 pour des villes et des communautés durables a pour sous-objectifs 11.5 et 11.9 le renforcement des politiques et des plans d'action favorisant l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce changement, ainsi que le renforcement de la résilience des villes. Il s'agit d'un objectif fondamental, sachant que plus de la moitié de la population mondiale habite en ville déjà aujourd'hui. L'objectif au développement durable 13 contre le dérèglement climatique vise à renforcer dans tous les pays la résilience et les capacités d'adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes liées aux aléas naturels.
Les causes profondes des risques liés au climat et aux catastrophes, comme la pauvreté et les inégalités, ont déjà été évoquées. Mais un facteur clé est le changement climatique anthropique, principalement causé par notre dépendance aux énergies fossiles, sources de gaz à effet de serre ou GES, et donc du réchauffement climatique. Nous en connaissons les conséquences. Hausse des tempêtes tropicales, précipitations irrégulières, sécheresses prolongées. Pour réduire les GES, nous devons savoir d'où ils proviennent, de quel secteur et par quelles activités ils sont produits. Sur le graphique, vous pouvez voir que les principales sources des GES sont le pétrole, le gaz et le charbon qui alimentent les secteurs les plus polluants. L'électricité, l'industrie et les transports. Cela nous indique où favoriser le développement à faible émission de carbone dans notre vie quotidienne et dans nos programmes. Par exemple, grâce aux énergies renouvelables, à l'agroécologie, à la mobilité ou aux choix alimentaires. Ce n'est qu'en prenant en compte l'incidence de différents secteurs et des développements économiques sur les risques de catastrophes que nous aurons une chance de limiter le changement climatique et de réduire efficacement les risques au lieu d'en créer. Mais que signifie concrètement intégrer les risques liés au climat et aux catastrophes? Cela implique de les prendre systématiquement en compte à toutes les étapes du projet et peut donner lieu à un cycle d'intégration de l'adaptation et de réduction de risques tel qu'introduit par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou CCNUCC ou UNFCCC en anglais. Pour ce faire, il faut utiliser une loupe pour les risques liés au climat et aux catastrophes, une nouvelle perspective, et regarder la stratégie, le programme et le projet prévu en se posant des questions précises. Comment les risques liés au climat et aux catastrophes peuvent-ils affecter le succès et la viabilité des activités prévues? Comment réduire cette sensibilité? L'activité crée-t-elle, peut-être par inadvertance, des risques ou accroît-elle les émissions et les risques? Pour répondre à ces questions, vous pouvez lire des rapports et consulter des bases de données, aussi locales que possible. Regardez les projections climatiques de la région concernée et observez le climat actuel. Passez vos objectifs, les effets attendus et les résultats à cette nouvelle perspective sur les risques liés au climat et aux catastrophes. Dans le monde, il existe plusieurs bases de données qui répertorient les catastrophes passées, classifient les niveaux de risque et aident à comprendre les répercussions climatiques futures dans votre région. Nous les avons listées dans un document intitulé DRR Mainstreaming Guidance en anglais, disponible sur notre site. Une liste de toutes les références utilisées vous sera transmise à la fin de ce cours. D'autres outils sont là pour vous aider. Nous aimerions vous présenter un outil développé par la Direction du développement et de la coopération suisse DDC. Nommé Cédric, sa version simple, Cédric Light, vous permettra de réaliser une évaluation préliminaire des risques. En analysant la documentation et les données et en les superposant aux objectifs du projet, vous saurez si une évaluation plus détaillée est conseillée. Identifiez le ou les aléas, leur fréquence et l'ampleur de leurs répercussions. Cédric vous encourage aussi à tourner la question dans l'autre sens. Mon projet peut-il avoir un impact négatif sur l'environnement, les émissions de GES, les risques de catastrophe? C'est la perspective impact. Cette première analyse vous permettra de décider s'il est nécessaire ou non de mener une évaluation plus détaillée.
Cette évaluation peut être réalisée depuis votre bureau, mais nous vous recommandons fortement d'aller dans la région où vous prévoyez de mener le projet pour une évaluation complète des risques. Une évaluation des risques vous aidera à comprendre les risques sous différents angles, à les communiquer à différents groupes cibles et actrices et acteurs clés, et à prendre des décisions en tenant compte des risques, notamment pour les investissements. En bref, une évaluation des risques liés au climat vous guide dans l'analyse des différentes composantes de risque en répondant aux questions: que peut-il se passer? Que peut-on laisser se produire? Et que peut-on faire? L'évaluation se précisera et débouchera sur la planification des mesures d'adaptation et des ajustements nécessaires. L'outil Cédric propose aussi un module Cédric opérationnel qui vous permet de réaliser une analyse détaillée des risques liés à l'environnement, au climat et aux aléas naturels, ainsi que des impacts sur le projet prévu, et inversement. Cédric opérationnel vous aide à sélectionner les aléas à pallier, mais aussi à identifier et prioriser les mesures d'adaptation et de réduction des risques. Cela nous mène à la troisième étape de notre cycle d'intégration. Pour une approche participative et communautaire de la planification de l'adaptation et de la réduction des risques, nous vous conseillons EPRAC pour Évaluation participative des risques et adaptation au changement climatique. Cet outil a été développé par un groupe d'ONG suisses et allemandes dont certaines sont membres de la plateforme des ONG suisses sur la GRD. Il permet de prioriser les aléas, de comprendre les vulnérabilités et les capacités et d'avancer dans la planification de l'adaptation. Passons alors à l'étape 3. Il y a tellement de possibilités pour réduire les risques liés au climat et aux aléas. Comment évaluer les effets de telle ou telle option et leur pertinence? Comment prioriser? Répondons d'abord à la première question. Nous aimerions vous présenter un outil qui permet d'identifier et de regrouper les mesures de réduction des risques liés au climat et aux catastrophes pour les communautés. Le Risk Staircase ou l'escalier des risques. Ce modèle, qui illustre la gestion des risques, a été développé par la DDC également, puis adapté par la Swiss NGO DRA Platform. Il aide à réfléchir systématiquement aux moyens de réduire, étape par étape, la totalité des risques existants dans une communauté ou une région pour atteindre un niveau gérable de risque. Le risque total est représenté par la hauteur de l'escalier. Afin d'identifier la totalité des risques liés à un choc ou un stress, l'évaluation des risques présentée précédemment est essentielle. Examinons maintenant les différentes marches de l'escalier. Au sommet de l'escalier se trouvent les mesures de prévention des risques, c'est-à-dire toutes les mesures qui empêchent la création de nouveaux risques. Il s'agit principalement de mesures de gouvernance, telles que l'intégration d'évaluation obligatoire des risques pour chaque nouvel investissement dans les infrastructures ou pour les projets agricoles. Le développement et la mise en œuvre de plans de gestion de l'utilisation des terres et des réglementations qui empêchent par exemple la construction d'une zone résidentielle dans une zone potentiellement dangereuse. Ou la mise en place de lois et de réglementations qui tiennent compte des risques. Par exemple, la sortie progressive des énergies fossiles et le passage aux énergies renouvelables afin de limiter le réchauffement planétaire. En tant qu'ONG, nous pouvons jouer un rôle de facilitation. D'une part, nous pouvons soutenir les revendications des communautés locales en faveur de mesures de gouvernance qui préviennent les risques. D'autre part, nous pouvons soutenir les instances gouvernementales au niveau local dans le développement et la mise en place d'une bonne gouvernance
en matière de risque et les mettre face à leurs responsabilités. Les deux marches suivantes de l'escalier, verte, visent à réduire les risques existants. Il s'agit ici de prévenir et de réduire les impacts. Par exemple, en construisant des infrastructures protectrices comme des murs de protection contre les inondations ou des bâtiments parasismiques. Il est aussi possible de protéger ou de restaurer des écosystèmes qui ont une fonction de réduction de risques. Par exemple, stabiliser les pentes en plantant des végétaux afin de réduire le risque de glissement de terrain ou d'érosion. Ou encore reconstituer les mangroves dans les zones côtières pour atténuer l'intensité des ondes de tempête. Ce genre de mesures d'adaptation ou de réduction des risques fondées sur les écosystèmes ont souvent des avantages connexes. Les arbres fruitiers génèrent des revenus supplémentaires et les mangroves sont les habitats propices aux coquillages. Il est important que de telles mesures structurelles soient accompagnées par des mesures non structurelles, comme la sensibilisation et l'amélioration des connaissances et des compétences en réduction des risques. Les mesures décrites jusqu'ici sont des mesures à long terme. Elles doivent être accompagnées par des mesures à court terme visant à réduire directement les répercussions des événements extrêmes. C'est sur ce point que portent les deux marches suivantes, préparer une réponse et transférer et partager. Les mesures de préparation visent à améliorer les connaissances et les capacités des communautés ou des individus afin qu'ils anticipent et réagissent efficacement en cas de catastrophe. L'objectif est de sauver des vies, de garantir la sécurité des personnes et de répondre à leurs besoins vitaux avant, pendant et après la catastrophe. Il s'agit par exemple de mettre en place des systèmes d'alerte précoces, développer des plans d'urgence et de gestionner des risques communautaires, organiser des formations de recherche et de sauvetage et de premiers secours. Transférer et partager désigne toutes les mesures qui font assumer les conséquences financières d'un risque spécifique porté par une personne ou un groupe à plusieurs personnes ou groupes. Il s'agit par exemple de faciliter l'accès au système d'assurance ou de microassurance ou de protection sociale, soutenir la création de banques de semences de céréales ou de fourrage communautaire, renforcer les réseaux de solidarité entre communautés ou familles et créer des fonds d'urgence. Toutefois, malgré tous les efforts pour réduire les risques à un niveau acceptable, le risque zéro pour une société n'existe pas. Il reste un risque résiduel qui doit être supporté par la communauté et qui est représenté par la dernière marche de l'escalier. En appliquant cette logique au changement climatique, nous nous retrouvons confrontés à de plus en plus d'obstacles à l'adaptation à mesure que le réchauffement climatique progresse. Les mécanismes financiers permettant de gérer les risques résiduels gagnent en importance. La création d'un fonds pertes et dommages, approuvé par la communauté internationale lors de la COP27, est source d'espoir. Alors, nous avons vu toutes les marches de l'escalier, mais il existe un autre facteur décisif, c'est l'environnement favorable ou propice. Il peut s'agir d'aides gouvernementales, de cadres légaux et réglementaires, d'arrangements institutionnels ou financiers ou d'acceptation socioculturelle. Si l'environnement n'est pas propice aux mesures prises, elles pourraient ne pas être efficaces sur le long terme. Il est important de garder l'environnement propice en tête lors de la priorisation des mesures afin de garantir leur efficacité à long terme. C'est ce que nous allons voir maintenant. L'approche à adopter dans la priorisation varie en fonction de la taille de votre projet et des données et des ressources disponibles.
Des questions simples et des checklists pour analyser des mesures spécifiques au regard de certains critères peuvent être précieuses et aider à comprendre ce qui est acceptable pour les actrices et les acteurs locaux. On peut les intégrer à des processus participatifs en travaillant avec des outils de prise de décision, comme dans les lignes directrices de Cédric ou des PRAC. Les méthodes holistiques d'évaluation qui prennent en compte plusieurs dimensions peuvent permettre d'évaluer les options d'adaptation selon différents points de vue. Si vous prévoyez de comparer des mesures comme un barrage, des pratiques agroécologiques ou un système d'alerte précoce, sur le plan monétaire, une analyse coût-avantage ou de rentabilité peut s'avérer adaptée. Mais vous devez pouvoir traduire la valeur de la mesure et ses avantages en un équivalent financier. Nous vous conseillons donc de le faire uniquement pour les projets de grande échelle. Présenter ces résultats aux responsables locaux peut toutefois être très efficace. Cédric et EPRAC proposent des questions pour vous aider à prioriser de manière éclairée. La DRR Platform a publié un guide pour l'intégration des analyses coûts-bénéfices dans les projets de réduction des risques de catastrophe et un guide pour l'évaluation de solutions fondées sur la nature. N'hésitez pas à les consulter pour plus de détails. Voyons un exemple. Dans les régions côtières du Bangladesh, la population est exposée aux cyclones, mais aussi à la salinisation qui rend l'agriculture de plus en plus difficile et influe sur la qualité de l'eau. Diverses mesures ont été identifiées pour faire face à ces défis. L'engraissement de crabes et l'élevage de crevettes pour accroître les revenus. Des filtres à sable et une osmose inverse utilisant l'énergie solaire pour traiter l'eau salée. Des potagers en sac pour protéger les récoltes des inondations. Ces mesures ont ensuite été évaluées au regard des critères sélectionnaires. La mesure bénéficie-t-elle aux plus vulnérables? Améliore-t-elle les capacités d'adaptation ou réduit-elle l'exposition aux risques climatiques dans les conditions actuelles? Tient-elle compte des projections climatiques? A-t-elle des avantages connexes directs? Les mesures d'adaptation ont été évaluées sur la base de ces critères et ont obtenu des notes différentes, qui peuvent être débattues. Dans le cas présent, l'osmose inverse utilisant l'énergie solaire a été identifiée comme le moyen le plus efficace contre la salinisation. Ce résultat n'est pas le produit final, mais une base de réflexion pour les actrices et les acteurs clés, avec les groupes cibles. Une évaluation plus poussée au regard d'autres facteurs et ressources disponibles est nécessaire. Étape 5. Comment mesurer les progrès en réduction des risques de catastrophe et adaptation au changement climatique? Qu'appelle-t-on un succès? Il est difficile de mesurer les catastrophes évitées et l'impact de la prévention. Et comment connaître l'efficacité d'une adaptation sachant que les risques climatiques évoluent constamment? En matière de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, le suivi et l'évaluation posent de nombreux problèmes, mais ils sont importants. Il est malgré tout important d'avoir des objectifs d'adaptation et de réduction des risques clairs définis sur la base de votre évaluation des risques et d'effectuer un suivi pour voir si vous faites ce qu'il faut et si vous le faites bien. La boîte à outils d'indicateurs de notre plateforme vous aide à formuler des effets attendus. Vous trouverez aussi des indicateurs fiables en ce qui concerne les effets attendus. Prévention, réduction, préparation. Les cibles et les indicateurs des objectifs du développement durable peuvent aussi vous aider à instaurer un cadre pour les résultats de votre projet. Mais n'oubliez jamais de définir les effets attendus de manière locale afin de ne pas faire du copier-coller entre les effets attendus et les objectifs. Pour les indicateurs, en revanche, vous pouvez choisir parmi les boîtes à outils et les listes disponibles dans le monde. Veillez simplement à choisir des indicateurs qui mesurent réellement vos progrès en matière d'effets attendus et de résultats.
Avant de terminer la deuxième partie de ce cours d'introduction, nous aimerions dire quelques mots sur les cadres politiques internationaux et leur pertinence pour notre travail. Nous contribuons à la réussite de ces cadres et de ces accords en intégrant systématiquement la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique à nos projets. Le cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes a été adopté le 18 mars 2015 à Sendai, au Japon, lors de la 3e conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes. Il appelle à œuvrer pour un monde plus sûr. Il définit 4 priorités d'action qui peuvent nous aider à encadrer notre travail en matière de réduction des risques de catastrophes. La priorité 1, comprendre les risques de catastrophe, vise à s'assurer que les politiques et les pratiques de gestion des risques de catastrophe soient fondées sur une compréhension claire de la vulnérabilité et de l'exposition aux aléas. La priorité 2, renforcer la gouvernance des risques de catastrophe, implique une stratégie claire, des institutions fortes, des lois et un budget pour garantir une gestion efficace des risques de catastrophe. La priorité 3, investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience, comprend des investissements publics et privés dans des mesures de prévention et de réduction de risques. Et enfin, la priorité 4, intitulée « Renforcer l'état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et pour mieux reconstruire » ou « Build Back Better » en anglais. Les pays rendent compte de leur progrès dans la mise en œuvre du cadre via le Sendai Framework Monitor. C'est aussi une base de données accessible à tout le monde qui réunit des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les 7 objectifs du cadre, qui concordent avec les priorités. Enfin, il peut nous fournir des informations utiles pour planifier des stratégies par pays et des projets. L'accord de Paris sur le climat a été adopté en décembre 2015 par 196 parties lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP21. Il est considéré comme un accord historique car il s'agit du premier accord international juridiquement contraignant qui a uni toutes les nations autour de la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ses effets. Son objectif central est de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels et si possible de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels. 2 processus documentés associés à cet accord peuvent être utilisés pour planifier un projet. Les contributions déterminées au niveau national, CDN, et les plans nationaux d'adaptation, PNA. Les CDN sont au cœur de l'accord de Paris et servent à contrôler la réalisation de ces objectifs à long terme. Elles sont obligatoires pour tous les pays et définissent les efforts que doit réaliser chaque pays pour réduire ses émissions nationales. Certaines concernent aussi les efforts d'adaptation aux impacts du changement climatique. Les rapports sur les CDN sont une source précieuse d'informations pour planifier un projet et aligner ses objectifs sur les priorités nationales. Les CDN doivent être mis à jour tous les 5 ans et accroître leurs ambitions. Les plans nationaux d'adaptation, quant à eux, se concentrent sur l'adaptation au changement climatique. Il s'agit d'un processus à l'initiative des pays qui consiste à identifier les besoins d'adaptation à moyen et à long terme et à élaborer des stratégies et des programmes pour y faire face. Les progrès en la matière et tous les documents y relatifs sont disponibles sur le site de la CCN-UCC. Nos actions, nos modes de vie et nos modèles de développement accélèrent le changement climatique à un rythme sans précédent et ont d'importantes répercussions. Ces dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées et l'influence humaine ne fait aucun doute.
En tant qu'être humain, nous avons non seulement le choix, mais aussi la responsabilité de nous assurer que nos projets tiennent compte des risques, respectent le climat et favorisent la justice sociale. Ainsi, au lieu d'aggraver la crise climatique, nous contribuerons à une gestion efficace et juste des risques climatiques. Cette intégration systématique de la perspective climat et risque dans notre portefeuille des projets est une étape importante qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous devons comprendre les risques et les impacts de nos projets pour pouvoir y réagir et nous devons constamment vérifier que nos interventions font sens, encore plus en cas de grande incertitude. Le changement climatique est réel et les catastrophes augmentent et continueront d'augmenter. Des informations et des outils existent, utilisons-les de manière systématique et assurons-nous que nos investissements dans le développement durable ne sont pas compromis par des catastrophes et les répercussions du changement climatique. Nous espérons que ce cours d'introduction vous aura été utile. En cas de questions ou de retours constructifs sur le contenu du cours, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.